Personne n'arrivait à gérer la fille de la milliardaire jusqu'à ce qu'un père célibataire, agent d'entretien, accomplisse l'impossible. Cette histoire extraordinaire nous prouve que parfois, l'amour et la compassion peuvent briser toutes les barrières sociales et guérir les cœurs les plus brisés. Isabelle Moreau, PDG de 33 ans, dirigeant un empire de 2 milliards d'euros, était au bout du rouleau. Sa fille Chloé, de 7 ans, traumatisée par la mort de son père dans un crash d'avion, avait fait fuir le 5e thérapeute du mois en jetant des dossiers à travers la salle de conférence du 45e étage. Aucun spécialiste de Johns Hopkins, aucune technique suisse, aucune nourrice diplômée n'arrivait à percer la muraille que cet enfant avait construite autour de son cœur. 43 étages plus bas, dans la salle de pause des agents d'entretien, Thomas Dubois berçait sa fille Emma de 6 ans, en fredonnant une berceuse que sa défunte épouse avait l'habitude de chanter. Sa voix remonta par le système de ventilation, douce et chaude comme la lueur d'une bougie. En haut, Chloé leva la tête. Ses larmes s'arrêtèrent. Pour la première fois depuis des mois, quelque chose réussit à traverser le mur qu'elle avait érigé autour de son cœur. Ce que personne ne savait, c'est que cette rencontre miraculeuse entre un ancien ingénieur du son devenu agent d'entretien par amour paternel et une PDG milliardaire incapable de sauver sa propre fille allait déclencher une histoire d'amour impossible qui défierait toutes les conventions sociales. Si vous êtes prêt pour cette histoire bouleversante où l'humanité triomphe du statut social, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La salle de conférence du 45e étage explosa en chaos. Chloé Moreau, 7 ans, lança une pile de dossiers à travers la table en acajou poli. Son petit visage était tordu de fureur. « Vous ne comprenez rien », hurla-t-elle au 5e thérapeute du mois. La femme recula vers la porte, serrant sa mallette comme un bouclier. Isabelle Moreau se tenait immobile près de la fenêtre, son tailleur parfait, son expression taillée dans la glace. Seuls ses yeux trahissaient l'épuisement, fatigué, désespéré, en échec. Quand la thérapeute s'enfuit, Isabelle chuchota dans le vide. « Personne ne peut-il gérer cet enfant ?» 43 étages plus bas, dans la salle de pause des agents d'entretien, Thomas Dubois berçait sa fille de 6 ans contre sa poitrine, fredonnant une berceuse que sa défunte épouse avait l'habitude de chanter. Sa voix dériva par le système de ventilation, douce et chaude, comme la lueur d'une bougie. En haut, Chloé leva la tête. Ses larmes s'arrêtèrent. Pour la première fois depuis des mois, quelque chose réussit à traverser le mur qu'elle avait construit autour de son cœur. Les matins de Thomas commençaient dans un appartement exigu de Belleville, où le radiateur claquait et les voisins se disputaient à travers des cloisons de papier. Il se réveillait avant l'aube, préparait un café bon marché dans une cafetière plus vieille que sa fille, et se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant la ville s'éveiller. Ses mains, marquées par des années de manipulation d'équipements, calleuses à cause des manches de serpillière, bougeaient avec une douceur surprenante quand il tressait les cheveux châtain-miel d'Emma. Elle bavardait à propos de ses dessins, de ses amis, de sa dernière obsession pour les papillons, et il l'écoutait comme si elle récitait de la poésie. Ils prenaient le métro ensemble, sa petite main dans la sienne, jusqu'à ce qu'il la dépose à l'école publique à 3 pâtés de maison de son travail. Thomas avait été ingénieur du son autrefois, à l'époque où la musique signifiait plus que la survie. Il avait travaillé avec des artistes dont les noms dominaient encore les charts, avait mixé des morceaux devenus disques de platine, avait senti le pouls de la création au bout de ses doigts. Puis vinrent les complications de grossesse, l'urgence, le choix entre une carrière et être présent pour le dernier souhait de sa femme mourante, que leur fille ne se sente jamais abandonnée. Il avait tenu la main de Sylvie pendant que les machines émettaient leur symphonie finale. Et quand Emma fut placée dans ses bras, encore couverte de vernix et de possibilités, il sut que son ancienne vie était terminée. Maintenant, il poussait un chariot de nettoyage à travers les halls de marbre de Moreau Holding, invisibles aux cadres qui se précipitaient dans leurs chaussures à 1 000 €. Ça ne le dérangeait pas. L'invisibilité avait ses avantages.
Il pouvait observer sans être observé, pouvait écouter le rythme de ce monde étrange, où l'argent coulait comme de l'eau et les gens se traitaient aussi comme des pièces d'échecs. Les matins d'Isabelle Moreau commençaient dans un penthouse qui dominait les Champs-Élysées, où le silence s'achetait au mètre carré et était maintenu par un personnel qui savait mieux que de parler sans être consulté. Elle se réveillait à 5 heures, courait 4 kilomètres sur un tapis de course qui coûtait plus que la plupart des voitures, puis se tenait sous une douche à effet de pluie qui ne l'avait jamais vraiment l'épuisement. Son reflet dans le miroir de la salle de bain montrait une femme de 33 ans qui pouvait passer pour 25. Excellente structure osseuse, alimentation disciplinée, botox stratégique. Belle et absolument seule. À 7 heures, elle était dans son bureau révisant des rapports qui décidaient du sort de milliers d'employés qu'elle ne rencontrerait jamais. Elle signait des contrats qui déplaçaient des millions, licenciait des cadres qui n'atteignaient pas leurs objectifs, approuvait des fusions qui faisaient les gros titres. Son assistante lui apportait des repas qu'elle touchait à peine. Son téléphone bourdonnait de messages auxquels elle répondait par des phrases coupées. Elle était brillante, impitoyable, performante et totalement incapable d'atteindre la fille qui vivait 3 étages, au-dessus de son bureau, dans une suite privée conçue par des psychologues pour enfants. Chloé avait arrêté de parler après le crash d'avion qui avait tué son père. Arrêté de sourire, arrêté de faire confiance au fait que le monde était autre chose qu'un endroit où les gens qu'on aime disparaissent en fumée et en débris. Isabelle avait engagé les meilleurs spécialistes du traumatisme de la Pitié-Salpêtrière, des thérapeutes formés en Suisse, des nounous avec des références qui ressemblaient à des thèses de doctorat. Chloé les avait tous épuisés. Elle faisait des crises qui laissaient les pièces détruites, s'enfermait dans des placards pendant des heures, fixait les adultes avec des yeux qui voyaient à travers leur compassion exercée jusqu'à la peur en dessous. Les 2 mondes existaient dans le même bâtiment, mais auraient pu être sur des planètes différentes. Thomas nettoyait les étages inférieurs où les paralégaux travaillaient tard et les stagiaires apportaient le café. Il vidait des poubelles pleines de rêves abandonnés, de propositions rejetées, d'emails imprimés annonçant des licenciements, de déjeuners à moitié mangés qui coûtaient plus que ses courses pour une semaine. Parfois, tard le soir, quand la plupart du personnel était parti, il entendait de la musique de piano dérivée des étages supérieurs. Notes hésitantes, gammes répétées, le son de quelqu'un qui apprend. Il s'arrêtait, serpillière en son main, et fermait les yeux. La musique avait été son langage autrefois. Maintenant, ce n'était qu'un écho de qui il était. Isabelle, pendant ce temps, regardait ses employés à travers les moniteurs de sécurité, habitude née de la paranoïa corporate et de la solitude personnelle. Un soir, en révisant les images, elle le vit. L'agent d'entretien, au visage bienveillant, agenouillé près de sa fille dans le lobby, l'aidant à attacher sa chaussure. La petite fille rit de quelque chose qu'il dit, jeta ses bras autour de son cou, et Isabelle sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Ça faisait si longtemps que Chloé n'avait pas ri comme ça. Si longtemps qu'Isabelle n'avait pas ressenti autre chose que la douleur sourde de l'inadéquation. Elle ne connaissait pas son nom, ne connaissait pas son histoire, mais elle le regarda s'éloigner main dans la main avec sa fille et ressentit le poids de tout ce qu'elle avait perdu. L'incident arriva cet après-midi-là. Chloé avait été particulièrement difficile. Elle avait refusé sa séance de tutorat, jeté son déjeuner contre le mur et crié après la nounou jusqu'à ce que la femme démissionne sur le champ. Isabelle était en vidéoconférence avec Tokyo quand la sécurité l'informa que Chloé avait encore échappé à sa suite. Ils la trouvèrent 40 minutes plus tard, pas cachée dans ses endroits habituels, mais dans la salle de pause des agents d'entretien au 12e étage. Thomas était en train d'organiser les produits d'entretien quand la porte explosa et qu'une petite tornade en robe de créateur se précipita à l'intérieur. Chloé attrapa sa serpillière comme une épée, ses yeux sauvages mais pas effrayés. Curieux. Il avait vu ce regard avant dans les yeux d'Emma quand elle découvrait quelque chose de nouveau. « Tu veux m'aider à nettoyer ?» demanda-t-il. Pas en parlant de haut, juste en parlant. Elle s'arrêta au milieu de son élan,
le fixa. Il sortit un vaporisateur et un chiffon. Voici la technique secrète. Tu vaporises 3 fois, ni plus ni moins, puis tu essuies en cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Très important. Chloé prit le chiffon, vaporisa exactement 3 fois, essuya un cercle soigneux. Pour la première fois depuis des mois, elle suivait des instructions, pas parce qu'elle y était forcée, mais parce que quelqu'un avait fait que ça ressemble à une aventure plutôt qu'à une corvée. Thomas fit chauffer de l'eau dans le micro-ondes de la salle de pause, y mélangea du cacao en poudre et une goutte d'extrait de vanille comme Sylvie avait l'habitude de le faire. Il parla à Chloé d'Emma, de leur routine matinale, du livre sur les papillons qu'ils lisaient ensemble. Chloé écouta, perchée sur une chaise pliante, ses jambes se balançant, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. Quand Isabelle les trouva 20 minutes plus tard, elle était préparée à déchaîner sa fureur. Elle avait couru de sa réunion, pris les escaliers au lieu d'attendre l'ascenseur, son cœur battant de peur et de frustration. Mais quand elle fit irruption par la porte, les mots moururent dans sa gorge. Chloé était appuyée contre l'épaule de l'agent d'entretien, tenant une tasse de cacao, lui racontant le morceau de piano qu'elle avait pratiqué. Sa voix était douce mais claire, son expression paisible d'une façon qu'Isabelle n'avait pas vue depuis avant le crash. Thomas leva les yeux, vit la PDG et comprit immédiatement. Il déplaça doucement Chloé. « Quelqu'un essaie là pour te ramener à la maison », dit-il doucement. Le visage de Chloé se ferma comme une porte qui claque. Isabelle sentit le couteau familier de l'échec se tordre dans ses entrailles. Mais quelque chose avait changé. Chloé regarda Thomas alors qu'Isabelle l'emmenait. Et ce regard disait tout. Elle avait trouvé quelque chose dans cette salle de pause que tout l'argent et l'expertise du monde n'avaient pas fourni. Cette nuit-là, Isabelle ne put pas dormir. Elle récupéra les images de sécurité de la salle de pause, regarda toute la rencontre, regarda cet étranger traiteur sa fille comme une personne plutôt que comme un problème, regarda Chloé répondre avec confiance au lieu de terreur. Et Isabelle, qui n'avait pas pleuré depuis les funérailles de son mari, qui se targuait de contrôle émotionnel, s'assit seule dans son bureau à 2 heures du matin et pleura. Le lendemain, Isabelle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle descendit au niveau du sous-sol où le personnel d'entretien se rassemblait. Elle trouva Thomas remplissant son chariot de nettoyage, l'air fatigué mais content. « Il faut que je vous parle », dit-elle. Sa voix sortit plus dure qu'elle ne l'avait voulu. Le ton PDG qu'elle n'arrivait pas à éteindre. Il la suivit dans une petite salle de conférence, restant debout plutôt qu'assis, maintenant la ligne invisible entre employeur et employé. Isabelle alla droit au but. « Ma fille ne parle qu'à vous. Je ne comprends pas pourquoi, mais je vous offre un poste temporaire. Aidez-la à communiquer. Passez du temps avec elle. Soyez juste ce que vous étiez hier. Je triplerai votre salaire actuel. » Thomas resta silencieux un long moment. « Avec respect, madame, vous ne pouvez pas acheter ce dont votre fille a besoin. Elle n'a pas besoin d'un employé. Elle a besoin de quelqu'un qui la voit, pas son diagnostic ou ses difficultés. Quelqu'un sans agenda. » La mâchoire d'Isabelle se crispa. « Nommez votre prix. »« Il n'y a pas de prix, » dit simplement Thomas. « Mais si vous me demandez de passer du temps avec votre fille, je le ferai. Pas pour l'argent, parce qu'aucun enfant ne devrait se sentir aussi seul qu'elle l'est manifestement. » Les mots frappèrent Isabelle comme un coup physique. Mais ils n'étaient pas cruels, juste honnêtes. L'arrangement causa un tollé immédiat. Les cadres supérieurs chuchotaient dans les ascenseurs. Les RH soumettaient des mémos inquiets. Le directeur de la sécurité suggérait des vérifications d'antécédents et des décharges de responsabilité. Isabelle les annula tous avec l'instrument contondant de son autorité. Thomas commença à venir dans la suite de Chloé après son service. Pas de cours structurés, pas de techniques thérapeutiques. Il lui apprit à arroser les plantes sur la terrasse, expliquant comment les racines ont besoin d'eau et d'air pour respirer. Il lui montra comment organiser ses livres par couleur, transformant le chaos en ordre arc-en-ciel. Il apporta sa guitare, n'avait pas joué depuis des années,
Mais pour ça, il fit une exception et lui enseigna des accords simples. Et il écouta. Quand Chloé parla de son père, Thomas n'offrit pas de platitude sur le paradis ou le temps qui guérit les blessures. Il hocha juste la tête et dit « Manquer quelqu'un ne s'arrête jamais vraiment, mais ça peut devenir plus doux. Comme une pierre dans votre poche. Vous savez toujours qu'elle est seule, mais elle ne coupe plus. » Chloé comprit ça. Un après-midi, Isabelle vint chercher Chloé pour le dîner et trouva sa fille endormie sur le canapé, sa tête reposant sur l'épaule de Thomas. Il lui avait lu un livre sur les constellations. Il leva les yeux, doigts sur les lèvres, le geste universel pour le silence. Isabelle se figea dans l'embrasure de la porte, regardant sa fille dormir paisiblement pour la première fois depuis des mois, et sentit quelque chose bouger en elle. Pas de l'attraction, pas encore. Quelque chose de plus fondamental, la reconnaissance. Cet homme avait donné à sa fille quelque chose qu'elle cherchait désespérément. Le simple cadeau d'être comprise. Ce soir-là, après que Chloé fut au lit, Isabelle s'assit dans son bureau et ouvrit le dossier d'employé de Thomas. Diplômé du lycée, pas d'université. Emploi précédent avec une société de production sonore. Parti il y a 7 ans. Raison du départ, circonstances familiales. Elle vit les lacunes dans son CV, la descente évidente d'ingénieur à agent d'entretien, et comprit qu'il avait sacrifié sa carrière pour son enfant. Elle avait sacrifié son enfant pour sa carrière. Le contraste était douloureux. Les chuchotements commencèrent peine à petit, mais grandirent, comme de la moisissure dans l'obscurité. La PDG passait trop de temps au 12e étage. L'agent d'entretien était toujours dans la suite de sa fille. Les gens inventaient des explications qui correspondaient à leur compréhension du monde. Il devait être après son argent. Elle devait faire une sorte de dépression nerveuse. Les rumeurs atteignirent le conseil d'administration. 3 d'entre eux demandèrent une réunion d'urgence. Ils s'assirent face à Isabelle dans la salle de conseil. Des hommes dans la soixantaine qui avaient connu son père, qui l'avait élu au poste de PDG parce qu'elle s'était révélée plus impitoyable qu'eux tous, et exprimèrent leurs préoccupations. « Cela paraît inapproprié, » dit prudemment le plus âgé. « Votre jugement pourrait être compromis. » La voix d'Isabelle aurait pu geler l'azote. « Mon jugement a fait augmenter les revenus de cette entreprise de 37% en 2 ans. Quand votre jugement accomplira la même chose, nous discuterons de ce qui est approprié. » Mais la pression monta. Les actionnaires appelaient. Les RP préparaient des stratégies de gestion de crise. Des photographes de tabloïds commencèrent à rôder autour du bâtiment, espérant attraper quelque chose de scandaleux. Thomas entendit parler de ça par d'autres employés, vit les regards qu'il recevait de la sécurité. Un soir, il ne se présenta pas à la suite de Chloé, ni le suivant. Au 3e jour, Chloé avait de nouveau arrêté de parler. Isabelle le trouva dans le garage souterrain, sur le point de partir. Elle ne se souciait pas de qui voyait, ne se souciait pas des apparences ou des protocoles. « Vous partez à cause des rumeurs. »« Je pars parce que rester nuit à votre réputation. Et peut-être votre fille mérite mieux qu'une figure paternelle qui cause des problèmes à sa mère. » Isabelle s'approcha. « Vous avez fait ce que des dizaines de professionnels formés n'arrivaient pas à faire. Vous avez atteint ma fille. N'osez pas partir parce que des gens amers ne peuvent pas comprendre ça. » Sa voix se fissura. « S'il vous plaît. Elle a besoin de vous. » Ces 2 derniers mots lui coûtèrent tout. Isabelle Moreau, qui avait bâti un empire en ne montrant jamais de faiblesse, suppliait un agent d'entretien de ne pas partir. Thomas la regarda longuement, vit au-delà des vêtements de créateur et de l'autorité la mère désespérée en dessous. « D'accord, » dit-il doucement, « je resterai. » La nuit où l'orage frappa, Chloé était déjà à cran. Les prévisions météo avaient prédit des orages, et tous ceux qui travaillaient avec elle savaient ce que ça signifiait. L'avion de son père s'était écrasé dans un orage. Chaque coup de tonnerre était un déclencheur. Chaque éclair un rappel traumatisant.
Isabelle annula ses réunions du soir et resta dans la suite avec Chloé, regardant sa fille se recroqueviller sur elle-même pendant que le ciel s'assombrissait. Le premier coup de tonnerre envoya Chloé dans une crise de panique totale. Elle cria, hyperventilant, se griffuffant ses propres bras. Isabelle essaya de la tenir, mais Chloé se battit comme un animal pris au piège. Le psychiatre de garde était à 30 minutes. Isabelle était en train de la perdre, puis Thomas apparut dans l'embrasure de la porte, trempé par la pluie, encore en vêtements de travail. Il partait quand il avait entendu le tonnerre, savait ce que ça ferait à Chloé, et était revenu en courant. Il ne demanda pas la permission. Il s'assit sur le sol près de Chloé et commença à compter. 1, 2, 3, 4. Sa voix était ferme, rythmée. Inspire pendant 4 temps. Chloé, écoute ma voix. 1, 2, 3, 4. Les yeux de Chloé trouvèrent les siens. Il adapta sa respiration au compte, exagérant les inspirations et expirations. Maintenant, retiens 2, 3, 4 et 2, 3, 4. Lentement, impossiblement, la respiration de Chloé commença à s'accorder à son rythme. Il commença à fredonner la même berceuse que ce premier jour, celle que sa femme chantait. Isabelle s'agenouilla près d'eux, les larmes coulant sur son visage, et posa sa main sur celle de Chloé. Ils restèrent tous les trois là sur le sol pendant que l'orage faisait rage dehors. La voix de Thomas ferme comme un phare. La panique de Chloé se calmant graduellement. Les murs d'Isabelle s'effondrant finalement. Quand Chloé finit par s'endormir, épuisée, Thomas la porta jusqu'au lit. Isabelle le suivit, le regardant border sa file avec une gentillesse pratiquée. « Comment saviez-vous faire ça ?» chuchota-t-elle. « Ma femme avait l'habitude d'avoir des crises de panique pendant la grossesse difficile. J'ai appris. » Il fit une pause. « La peur n'est que de l'énergie qui n'a nulle part où aller. Il faut lui donner un chemin. » Isabelle le regarda. Le regarda vraiment pour la première fois. Pas comme un employé, pas comme une solution pratique à son problème, mais comme une personne qui comprenait la douleur et choisissait la bonté. Cette conversation eut lieu tard cette nuit-là. Après que Chloé fut profondément endormie et que l'orage fut passé, Isabelle versa 2 verres de whisky, du bon qu'elle gardait habituellement pour conclure des affaires, et en tendit un à Thomas. Ils s'assirent dans son bureau, la ville scintillant en bas, 2 personnes qui étaient devenues des alliés accidentels. « Mon mari était en voyage d'affaires à Londres », dit Isabelle, fixant son verre. « Jet privé. Ils ont dit que c'était une défaillance mécanique. Mais j'ai lu les rapports 100 fois en essayant de trouver quelqu'un à blâmer. Il n'y avait personne, juste la malchance et le mauvais temps. » Elle prit une longue gorgée. Daniel était le rêveur, j'étais l'opératrice. Il avait ses idées folles, d'initiatives caritatives et d'investissements durables, et je trouvais comment les rendre profitables. Nous étions une bonne équipe. Et puis un matin, j'ai reçu un appel, et soudain j'étais seul avec une fillette de 4 ans qui avait vu son père partir et ne l'avait jamais vu revenir. Thomas écouta, n'interrompit pas, laissa ses mots remplir l'espace. Chloé était si brillante, curieuse de tout. Après le crash, c'était comme si quelqu'un avait éteint une lumière en elle et je ne savais pas comment la rallumer. Je suis doué en affaires, en stratégie, pour prendre des décisions difficiles, mais je n'arrivais pas à sauver ma propre fille de son chagrin. Elle le regarda. « Comment faites-vous? Comment restez-vous si doux, après avoir perdu quelqu'un? » Thomas resta silencieux longtemps. Quand il parla, sa voix portait le poids d'une vieille douleur qui avait été polie. Ma femme était chanteuse. Sylvie, elle avait cette voix qui pouvait vous faire pleurer, même quand elle chantait à propos de listes de courses. Nous nous sommes rencontrés lors d'une session studio où je mixais sa démo. Elle chanta une chanson qu'elle avait écrite sur l'espoir et je suis tombé amoureux là, derrière la console. Il sourit au souvenir. Quand elle est tombée enceinte, nous étions terrifiés et ravis. Mais sa tension artérielle ne cessait de grimper. Le médecin dit repos au lit, dit que ça irait, ça n'allait pas.
Elle a fait une hémorragie pendant l'accouchement. Ils ont dû choisir entre elle ou le bébé. Elle a fait le choix avant qu'ils puissent me demander. Laissez une note avec l'infirmière. Sauve notre fille. Elle s'appelle Emma. Dis-lui que je suis dans chaque chanson qu'elle entendra jamais. » Ses mains se serrèrent autour du verre. Pendant la première année, je ne faisais que survivre. Biberon et couches et ce nourrisson qui criait et qui avait tant besoin. Et je n'avais rien à donner. Je haïssais le monde. Haïssais Sylvie de m'avoir quitté. Me haïssais d'être en colère contre elle. Mais Emma continuait à grandir, à changer. Et un jour, elle m'a souri, vraiment souri. Et j'ai compris. Le dernier cadeau de Sylvie n'était pas seulement notre fille. C'était le choix de continuer à aimer. Aimer même quand ça fait mal. Les larmes d'Isabelle coulèrent ouvertement maintenant. Je ne sais pas comment faire ça. Je me suis fermé après la mort de Daniel. Je me suis jeté dans le travail parce que les chiffres ne vous quittent pas. Les marchés ne s'écrasent pas en avion. Je pensais que je protégeais Chloé en étant forte, mais je me cachais juste. Vous ne vous cachez plus, dit doucement Thomas. Vous êtes là. Vous avez demandé de l'aide. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'amour. Les mots restèrent suspendus entre eux, profonds dans leur simplicité. Isabelle réalisa qu'elle n'avait pas parlé de Daniel. Vraiment parlé, pas juste la version aseptisée qu'elle donnait aux journalistes depuis les funérailles. Et cet agent d'entretien aux yeux bienveillants et aux mains calleuses lui avait donné quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle avait besoin. La permission d'être humaine à nouveau. 2 semaines plus tard, Isabelle fit quelque chose de sans précédent. Elle invita Thomas et Emma à dîner dans son penthouse. Chloé avait demandé tous les jours « Quand est-ce que M. Dubois revient? Emma peut venir. » Et Isabelle réalisa que sa fille voulait partager cette nouvelle source de bonheur plutôt que de la garder séparée de sa vie à la maison. Thomas arriva en jambes propres et chemise boutonnée. Emma dans une robe d'été couverte de papillons. Tous les deux manifestement nerveux. Chloé répondit à la porte et traîna pratiquement Emma à l'intérieur, bavardant avec excitation à propos de sa chambre, de ses jouets, de son piano. Les 2 filles disparurent à l'étage, laissant les adultes dans une énorme cuisine qui avait l'air de n'avoir jamais vu de vraie cuisine. « Je dois vous avertir, » dit Isabelle. « Je suis terrible à ça. J'ai un chef, mais je l'ai renvoyé. » C'était supposé être authentique. Elle fit un geste vers les ingrédients éparpillés sur le comptoir en marbre. Pâtes, sauces, légumes encore dans leur emballage d'épicerie. Thomas rit. D'accord, rendons-le authentique ensemble. Ils cuisinèrent côte à côte et Isabelle découvrit qu'elle ne savait pas comment couper un oignon correctement. Thomas lui montra, sa main guidant la sienne, et ils se figèrent tous deux un moment assez à l'intimité inattendue de cela. Les filles redescendirent en trombe et le dîner devint chaotique et merveilleux. Emma raconta des histoires avec des gestes dramatiques. Chloé rit vraiment de ses blagues. Isabelle brûla le pain à l'ail et Thomas le sauva avec de l'humour. Ils mangèrent à la table à manger qui accueillait habituellement des dîners d'affaires. Et pour une fois, l'énorme pièce se sentait comme un foyer. Après le dîner, Chloé tira Emma au piano. « Je vais t'apprendre ce que M. Dubois m'a appris. » Elle joua une mélodie simple, ses doigts prudents sur les touches. Quand elle eut fini, les 2 filles regardèrent les adultes avec des expressions identiques de fierté. « C'était magnifique, » dit Isabelle, et le pensait. Alors que Thomas et Emma partaient, Chloé le serra fort. « Je veux que tu sois l'ami de maman. Son vrai ami, pas juste le mien. » Thomas jeta un coup d'œil à Isabelle par-dessus la tête de Chloé. Leurs yeux se rencontrèrent et quelque chose passa entre eux. La reconnaissance de la chose impossible qui grandissait malgré toute logique. « J'aimerais ça aussi, » dit-il doucement. L'article parut dans un tabloïd de 3e zone, mais se répandit rapidement. Quelqu'un avait pris des photos d'Isabelle et Thomas à l'extérieur du bâtiment. Des clichés granuleux qui paraissaient plus incriminants qu'ils ne l'étaient, accompagnés d'un gros titre qui criait « Romance secrète de la PDG milliardaire avec l'agent d'entretien de l'immeuble ». L'histoire était de la poubelle, pleine de citations inventées et d'insinuations.
Mais la poubelle a une façon de contaminer tout ce qu'elle touche. Le téléphone d'Isabelle explosa d'appels de membres du conseil, d'investisseurs, de consultants RP. L'action de l'entreprise prit un coup mineur sur la spéculation concernant sa stabilité. Thomas devint une cible. Des journalistes se présentèrent à son appartement. Des photographes le suivirent à l'école d'Emma. Le pire vint de l'intérieur de l'entreprise. Marcus Dupuis, un VP senior qui avait voulu le poste d'Isabelle, convoqua une réunion d'urgence du conseil. Il présenta un récit soigneusement construit de vérité et de mensonges. L'agent d'entretien manipulait la PDG à travers sa fille vulnérable. La relation était inappropriée. La réputation de l'entreprise était en jeu. Il proposa qu'Isabelle prenne un congé d'absence pour se concentrer sur les affaires familiales. Isabelle se battit de toutes ses forces, mais la pression était immense. Ce soir-là, Thomas vint à son bureau. Chloé dormait à l'étage. Ils se tinrent de part et d'autre de son bureau, l'espace entre eux rempli de mots qu'ils ne pouvaient pas dire. « Je pars, dit Thomas. Ce soir, j'emmène Emma chez ma sœur dans la campagne pour un moment. » « Non. » La voix d'Isabelle était tranchante. Partir prouve leur récit. Rester détruit le vôtre. Il sortit une enveloppe de sa veste. J'ai écrit ça pour Chloé. Ça explique que je ne l'abandonne pas, que certaines personnes ont peur des choses qu'elles ne comprennent pas, qu'elle est plus forte qu'elle ne le sait. Mais Isabelle, il croisa son regard. Je ne suis pas de votre monde. Je ne l'ai jamais été, Tim. Vous devez choisir votre entreprise ou ce qui se passe entre nous. Et vous devriez choisir l'entreprise. Chloé a besoin d'une mère stable, plus que d'avoir besoin de moi. Il laissa l'enveloppe sur son bureau et sortit. Isabelle resta la seule dans son bureau dominant Paris et ressentit tout le poids du choix impossible qu'il lui avait donné. L'histoire d'Isabelle, Thomas et Chloé nous enseigne que parfois, l'amour le plus profond naît des rencontres les plus improbables. Quand Thomas Dubois, ancien ingénieur du son devenu agent d'entretien par amour paternel, rencontra Chloé, fille traumatisée d'une milliardaire, il ne cherchait pas à impressionner ou à gravir l'échelle sociale. Il offrit simplement ce que tous les spécialistes n'avaient pas réussi à donner, de l'humanité pure. Isabelle Moreau découvrit qu'être une PDG brillante ne servait à rien si elle ne savait pas être mère. Thomas lui apprit que la vraie force n'était pas de dominer des conseils d'administration, mais de s'agenouiller sur le sol pour calmer la panique d'un enfant. Leur amour défia toutes les conventions, lui choisissant sa fille plutôt que l'argent, elle choisissant l'amour plutôt que le statut. Dans un monde obsédé par les classes sociales, ils prouvèrent que le cœur ne connaît pas de barrières. L'impossible n'était pas qu'un agent d'entretien puisse atteindre la fille d'une PDG. L'impossible était que dans un monde qui nous dit de rester à notre place, l'amour trouve encore un chemin pour réunir les âmes qui se reconnaissent. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a rappelé que l'amour véritable transcende tous les obstacles. Et dites-nous dans les commentaires, croyez-vous que l'amour peut vraiment briser toutes les barrières sociales